Bonjour et bienvenue dans À fleur de femme. Je m'appelle Marion, j'ai 32 ans et je suis la maman d'une petite fille de 16 mois. Comme beaucoup de femmes, j'ai découvert que concilier vie active, vie familiale, passion et engagement, c'est un vrai défi au quotidien. On nous dit souvent que tout est possible, mais la réalité c'est qu'il y a des jours où l'on se sent dépassé, où les compromis sont nécessaires et c'est normal. C'est pour ça que je crée ce podcast. Pour mettre en lumière ces femmes qui vivent à toute allure et partager avec vous leurs forces, leurs réussites, mais aussi leurs doutes et leurs vulnérabilités. Ici, on échange sans filtre. On s'inspire et on se rappelle qu'on n'est pas seul. Bienvenue dans À fleur de femme. Sophie, vous la connaissez peut-être si vous pratiquez la course à pied car elle tient une page Instagram sur laquelle elle partage son quotidien sportif avec les réalités derrière la pratique en tant que femme active avec un enfant en bas âge et tout ce qui va avec. Son parcours n'est pas tout à fait linéaire puisqu'elle commence tard à pratiquer son sport et qu'elle va aussi être confrontée à une réalité pas simple pour avoir un enfant, la PMA. Elle s'est livrée de façon très sincère et claire sur ce qu'elle a vécu, en le disant elle-même « J'espère que mon histoire pourra être entendue et pourra aider peut-être les femmes qui écouteront et qui vivent cette même épreuve. » Je vous laisse découvrir toute la richesse de notre échange et surtout découvrir la pétillante Sophie. Bonne écoute! Bonjour Sophie. Bonjour Marion. Merci d'avoir accepté cet échange pour mon podcast. Pour commencer, je vais te demander tout simplement de te présenter. Eh bien, je suis une femme née en 1990, donc j'ai 36 ans. Je suis infirmière de l'éducation nationale depuis déjà 12 ans. Donc le plus gros de ma carrière d'infirmière, je l'ai passé à l'éducation nationale. Ok. Je suis mariée, je suis maman, je vis à la campagne et je viens de la même région que toi. Je viens de Moselle. Tout à fait, comme tu dis, une très belle région. Avec un très bel accent. À l'étranger, en général, on me demande si je suis belge ou suisse. Mais c'est vrai. Non, je suis mosellane. Native de Moselle, alors. Ah oui, un petit peu de son alsacien, mais voilà. Je te remercie. Ensuite, est-ce que tu pourrais me décrire une journée aujourd'hui dans ton quotidien en bref? À quoi ça ressemble? Aujourd'hui, on est dimanche, donc mon mari est là. C'est le seul jour de la semaine que nous avons en commun. Donc, c'est la journée famille, mais aussi la journée, on en profite pour faire un peu d'autres choses qu'on ne peut pas toujours faire seul. Donc, ce matin, c'était sortie longue en running. Ensuite, je suis rentrée, j'ai un petit peu joué avec le petit, puis je suis partie à la douche et j'ai profité de ce moment de douche pour doucher aussi mes chiens. Donc tu as deux chiens alors? Oui, voilà, on en a deux. Okay. Et le moindre moment de ma journée est toujours optimisé en fait. L'organisation, c'est vraiment le maître mot. Donc les chiens sont partis à la douche avec moi. Et puis ensuite, c'est déjà l'heure du repas, de faire quelques tâches quotidiennes, tâches ménagères, le repas pour tout le monde. Et puis là, à l'heure actuelle, tout le monde est à la sieste. Tout le monde. Okay. Tous les mecs sont à la sieste. Super. Et demain, ce sera journée travail alors? C'est ça, donc journée de collège le lundi, journée longue de 7h30 à 17h en non-stop. Ouais. Donc le lundi, c'est le jour où mon mari est à la maison. Donc c'est la journée père-fils. Ils vont pouvoir passer du temps ensemble, rattraper un peu ce qu'ils ont manqué pendant la semaine. Et moi, de mon côté, ça va être journée full infirmerie avec beaucoup de passages, avec des réunions, avec pas mal de choses à faire en cette fin d'année. Ouais. Et puis, quand je rentrerai, ce sera une balade si le temps le permet, pour décharger un petit peu, pour profiter, prendre l'air. D'accord. Je te propose qu'on redéroule un peu tout ça en revenant en arrière. On va parler de ta vie professionnelle, du coup, pour commencer. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours professionnel ? Alors moi, quand je suis arrivée vers la fin du lycée, j'avais comme idée de devenir infirmière.
mes parents m'ont encouragée dans cette voie parce que ça promettait d'avoir du travail, d'avoir un travail plutôt intéressant, ça pouvait être varié, je pouvais encore avoir le choix de faire quoi je me tournerais comme service. Donc, on s'est tous dit, c'est une bonne idée, elle va se lancer là-dedans. Donc, j'ai fait les concours pour entrer à l'IFSI de Sarreguemines. J'ai fait vraiment un parcours hyper classique, vraiment pas passionnant. Hein. Je suis rentrée à 18 ans à l'IFSI, j'en suis sortie à 21 ans. Voilà, il y a pas grand-chose, pas d'événement particulier. Et puis à la sortie, par contre, on te demandait souvent où est-ce que tu aimerais aller travailler. Mais à l'époque là, tu faisais beaucoup en fonction des possibilités. Bah oui. C'était pas la période fast où on te courait après pour t'embaucher quoi. Il y avait vraiment suffisamment d'infirmiers et pas tant de travail que ça. Ouais. Donc j'ai été ravie de pouvoir travailler en chirurgie gynéco, ça a été mon service préféré, mais il y avait de la restructuration, ils voulaient qu'il n'y ait plus que des sages-femmes dans tout le pôle gynéco / bloc opératoire, bloc tout ce qui était relié vraiment à la césarienne, etc. Et / maternité. Les infirmières c'était excite de tout ça. Donc on le sentait venir. Et je m'étais dit, bon, je suis une des dernières arrivées, donc forcément, il va falloir chercher, quoi. Il y a eu un petit passage à vide où j'ai fait des choses pour le travail alimentaire, quoi. Je suis allée travailler dans des endroits qui m'ont pas forcément plus plu que ça. Et je me suis beaucoup interrogée sur ce que je faisais là, en fait. je me disais, mais t'as fait des études, t'es infirmière, t'es arrivée au bout, là, ça fait pas longtemps que t'es diplômée, et tu fais quoi, là, en fait tu fais tes postes, mais t'aimes pas spécialement ce que tu as à faire de ta journée. Donc, bon... C'était du dépannage, en fait, pour gagner de l'argent en attendant d'avoir un poste. Ça. C'est ça. Donc, les contrats courts, les contrats où quelque part, moi, j'ai besoin de m'investir pour aimer ce que je fais. Et je m'investissais pas puisque j'étais là que pour une courte durée. Donc, c'était pas pour moi. C'était pas top. Et arrivé à la fin de cet été-là, il y avait des annonces sur Pôle emploi pour des contrats de CDD d'infirmières d'éducation nationale. Donc, pour être infirmière d'éducation nationale, il faut passer un concours supplémentaire. On est en train d'enfin arriver à ce que ce soit une vraie spécialité infirmière. Et je vois qu'on peut quand même y rentrer. Je regarde un petit peu ce qu'il en est. Et en fin de compte, c'est pour remplacer des congés maternité, compléter des mi-temps, des choses comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, après tout, ça va me permettre de tester ça pendant quelques mois et puis de voir ce que ça donne. Et j'ai passé la première journée, c'était qu'un mercredi matin dans un collège, avec une collègue du coup. Et je suis tombée amoureuse de cette profession. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je passe ce concours et que je l'aie, quoi qu'il en coûte. Bon, j'avais que 23 ans à l'époque, donc j'avais encore le temps de voir venir, de le passer, quoi. Je me suis dit, c'est bon, si tu l'as pas cette année, tu réessayeras, même dans une autre académie. Mais c'est quoi qui t'a plu? C'est le contact avec les jeunes? C'est ça. En fait, j'avais tellement côtoyé la maladie, la difficulté, la mort, des choses que mes amis qui étaient à la fac, encore à ce moment-là, ne côtoyaient pas du tout. Ouais, c'est clair. Il y avait un monde entre nous. Et quand je suis arrivée à l'éducation nationale, j'ai trouvé que c'était incroyable. Enfin, on vit avec... la vie en fait, les jeunes qui sont relativement en bonne santé quand même, bien sûr ils viennent nous voir à nous quand ça ne va pas, que ce soit psychologiquement ou physiquement, c'est sûr, c'est notre travail, mais ça n'a rien à voir avec la fatalité ou des adultes qui dépriment ou la psychiatrie. C'est pas pareil du tout. Il y a vraiment une espèce d'aura quand tu entres déjà dans l'établissement qui n'a strictement mais rien à voir avec un hôpital ou un EHPAD. Enfin, c'est incomparable. Oui, puis en fin de compte, aussi, je suppose que c'est aussi un poste où tu es toute seule. Enfin, en tout cas, dans ton domaine, tu es toute seule. Et puis, en fin de compte, après, tu vas côtoyer des profs de plein de disciplines différentes. Donc, tu fais pas que parler de santé, de maladie non plus, quoi, finalement. C'est ça, en fait, c'est tellement varié parce que l'infirmière en collège, elle a généralement les écoles primaires qui sont rattachées autour du collège. D'accord. Et donc, tu travailles une grande partie de ton temps au collège et un peu plus petite partie de ton temps dans les écoles.
Donc, je vois les enfants de 3 à 15 ans. Ok. Alors, la manière de s'adresser à eux, la manière de travailler avec eux, ce que je prévois comme action éducative, les visites médicales ou juste recevoir à l'infirmerie les divers petits mots du quotidien. C'est tellement varié, c'est génial. Ouais. C'est génial. Et ton poste, et du coup, tu as pu trouver rapidement un poste définitif? Alors, le concours, il est académique, donc Nancy-Metz. Et j'ai eu la chance donc d'être de Moselle, qui est le département qui a toujours le plus de postes mis au concours. D'accord. Donc, je partais en me disant que de toute façon, s'il fallait même que j'utilise le bénéfice du concours pour aller dans les Vosges ou dans la Meuse ou j'en sais rien. Enfin, je m'étais dit, de toute façon, je le ferais. Je le perdrais pas ce bénéfice. J'irai là où je devrais aller. Je suis encore jeune. J'ai pas acheté ma maison. J'ai pas d'impératif. Mais je me disais qu'en Moselle, je devrais trouver. Et effectivement, donc quand on a les postes qui sont tombés après avoir eu les résultats du concours, on était 8 personnes à l'avoir eu pour 350 candidats. Ok. Et c'est pas donc, beaucoup déjà. Non. C'est pour ça que c'est encore une autre longue histoire, mais c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je me cherchais professionnellement. Ouais. Et tous mes proches étaient quand même un petit peu inquiets du fait, si elle a pas le concours, alors qu'elle le veut vraiment, est-ce qu'elle va pas partir dans une espèce de burn-out ou pas être bien, quoi. Tout le monde était un petit peu inquiet et fébrile, mais finalement, je l'ai eu, j'étais 5e. Heureusement. En plus, ça, c'est que t'étais au bon endroit, quoi. Enfin, que tu faisais le bon choix, finalement. En fin de compte, peut-être, oui, et j'oublierai jamais ce jour de juin où j'ai eu le concours. C'est peut-être je me souviens plus de la date exacte, hein, mais c'était il y a, du coup, 2014, ça fait 12 ans. Ouais. Donc, il y a 12 ans, j'étais avec l'infirmière que je complétais dans son collège et depuis 13 heures, je ne faisais que d'actualiser. J'appuyais sur entrée, tu sais, pour voir les résultats s'afficher. Et quand enfin il a été 14 heures et que c'est arrivé et que j'ai vu mon nom, mais j'ai cru que le poids du monde tombait de mes épaules. Ouais. Et je n'avais même pas regardé ma place parce que si ça se trouve, j'aurais pu être sur liste complémentaire. Et c'est ma collègue qui m'a dit, mais Sophie, t'es 5e, tu vas pouvoir choisir ton poste assez facilement. Et le bonheur. Après, on a été convoqués à Nancy et chacun, son tour, du premier au dernier, devait dire son vœu numéro 1 et s'arranger avec ce qui restait à chaque fois. Ouais. Et j'ai eu mon deuxième vœu. Ok. Et c'était très bien aussi. Ah bah super. Ouais, génial. Très bien. Tout s'est bien goupillé, quoi, finalement. Donc tu es toujours au même endroit, du coup, depuis 12 ans. Oui, il y a des enfants qui sont nés et qui arrivent en 6e et j'étais déjà là. Je commence à boucler la boucle tout doucement. Et ça ressemble à quoi, du coup, une journée de travail comme infirmière scolaire, alors ? Eh bien, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'est pas en train de tricoter, on donne pas du sucre. Non. D'ailleurs, je ne sais pas tricoter, je n'ai même pas forcément de sucre à l'infirmerie. J'ai du glucagon pour mes diabétiques, mais j'ai pas de sucre. Je suis pas une mercerie. Donc, une journée type, j'ouvre l'infirmerie à 7h30 et je la ferme à 17h. Ouais. Et j'en sors très peu, sauf réunion, sauf appel à l'extérieur ou pour intervention programmée en classe. Ouais. Mais en dehors de ces choses-là, eh bien, l'infirmerie, c'est un lieu de passage. Il va y avoir un accueil des élèves pour quelque motif que ce soit. Que ce soit d'ordre relationnel, psychologique, somatique, même urgence, dans une journée. Quand je rentre à la maison, je raconte un peu à mon mari, je suis passée du rhume à l'aft, à la plaie, au pistolet à colle qui a coulé sur les doigts, en passant par une fracture, une torsion du testicule, enfin des trucs... Puis j'en ai eu déjà des drôles aussi, hein, comme des fois aux urgences, on peut te raconter. Ouais. C'est la porte d'entrée, en fait, à tout, quoi, finalement. C'est ça. En fait, en tant qu'infirmière, on a ce côté vraiment multitâche qui est des fois difficile à gérer. Ouais. Après, c'est vrai que je suis donc en école 2 jours par semaine et à ce moment-là, la CPE pourrait te dire tout comme moi qu'elle est multitâche parce qu'elle va aussi réceptionner tous les petits problèmes de la journée. Hein. C'est comme ça, on se complète tous. On a une casquette principale et finalement, on en a beaucoup des secondaires. Ouais. Mais on doit être capable de passer du coq à l'âne. C'est un peu un service d'urgence, quoi, quelque part.
Et ayant de moins en moins de médecins traitants et de services de soins ouverts tout le temps, eh bien, il y a des tâches qui découlent sur nous et il y a de plus en plus à faire. De plus en plus, j'allais justement te dire, est-ce que tu ressens aujourd'hui peut-être plus de pression aujourd'hui aussi qu'avant? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis quelques années, surtout après Covid, de la santé mentale des jeunes. Ça doit être quelque chose aussi que tu côtoies encore plus peut-être qu'avant, ou tu remarques pas la différence? Alors, si, il y a une évolution qui ne va pas forcément dans le bon sens pour la santé mentale des jeunes, c'est vrai, et elle n'est pas forcément, pour ma part, liée au Covid. Une autre infirmière scolaire te dira sûrement complètement d'autres choses que moi aujourd'hui dans son établissement, parce que ça dépend, hein. Moi, c'est rural, j'ai des ados, une qui est en lycée et qui sera en pleine ville aura d'autres problématiques. Hein. Bien sûr. Mais pour ma part, c'est beaucoup les réseaux sociaux, hein. Les challenges TikTok. Ça a un gros impact sur la santé mentale des jeunes et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les parents sont parfois dépassés, même souvent. Et c'est pas une critique envers eux, hein. C'est vrai que c'est très difficile à un moment donné de maîtriser. Hein. Et nous, évidemment aussi, puisque je ne suis pas avec eux dans leur chambre le soir quand ils regardent certaines vidéos, ou quand ils parlent en groupe, ou qu'ils font des bêtises, ou je ne sais pas, ça dépend. Et ce serait quoi pour toi est-ce qu'il y a quand même des contraintes ou des difficultés que tu rencontres au quotidien dans ta pratique? On a tendance souvent à avoir de la difficulté en tant qu'infirmière d'éducation nationale, c'est se retrouver par rapport des fois à la législation qui est un petit peu floue dans certains textes. Ce qu'on a le droit de faire, de pas faire, les limites. Et puis tu sais, c'est jamais des situations comme dans les livres qui vont nous arriver. Hein. Un matin, tu peux passer la porte de l'infirmerie en étant super fraîche et une heure après être vraiment dans un état assez stressant, parce que tu peux avoir des jeunes filles qui viennent te parler de choses très graves, hein, en termes de sexualité, que ce soit des relations qui sont désirées ou pas, sachant que de toute façon en collège, moi, elles n'ont pas normalement 15 ans, donc pas de majorité sexuelle, donc pas la capacité de donner leur consentement, donc ça complique toujours tout. Et oui, ça peut vraiment des fois être très compliqué. J'ai été aussi déjà face à la scarification, mais la scarification, la vraie, avec des plaies qui étaient très profondes, vraiment axées dans le sens de l'artère. Enfin, c'était très prenant. Donc, la difficulté aussi de ne pas ramener les choses à soi, d'essayer de fermer la porte le soir à tout ça. La distance, très difficile. Et parmi tous tes élèves ou peut-être même tes collègues ou tous les gens que tu as rencontrés dans ta carrière jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose, une personne ou un événement qui t'a particulièrement marqué? Dans le bon sens, il y a parfois des élèves qui sont partis vers le lycée après le brevet et qui sont venus me voir en fin d'année en me remerciant. Mais vraiment, une m'avait déjà demandé est-ce que je peux encore vous faire un câlin, et sur le coup j'étais un peu je fais pas comment c'est, et puis bon, la jeune fille elle a quand même presque 15 ans, on s'est vu pendant 4 ans, elle m'a parlé de plein de choses, je pense qu'on a avancé sur beaucoup de choses, et oui j'ai prise dans les bras, mais j'ai dû me retenir quand même, quoi. Je me suis dit punaise. Ils ont un affect en fait, c'est ça. Ils te le rendent, quoi, ce que tu as pu leur apporter. Ouais, je pense que de toute façon, dans la relation humaine, tu peux pas y échapper. Même les profs avec leurs élèves, il y a toujours, tu sais, ces profs, tu en as interviewé une en plus il y a pas longtemps, que j'avais écouté, et je pense qu'elle te dirait comme moi, c'est une relation humaine. Il y en a toujours des moments où il se passe quelque chose, il y a des interactions, et il y en a qu'on n'oubliera pas. Des fois, c'est un peu les plus embêtants, qu'on n'oubliera pas. Les attachants, comme on dit. Et comment tu te projettes dans ta vie professionnelle future? Est-ce que tu es bien là où tu es? Tu disais au début, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu te vois encore au même endroit dans quelques années, ou est-ce que tu as envie d'évolution?
pour les auditeurs qui se posent la question, certains se disent peut-être après le collège, la suite c'est d'aller en lycée, mais pas du tout, pas forcément. On peut commencer à 22 ans à travailler dans un lycée, c'est pas du tout le truc. Et c'est vrai que c'est un public qui m'intéresse un petit peu moins, qui doit être très intéressant en lui-même, mais moi j'ai l'habitude d'avoir vraiment un éventail très large de 3 à 15 ans. Ouais. Donc je peux pas m'ennuyer en fait avec ça. Et le lien n'est pas le même et je pense qu'on materne peut-être un tout petit peu plus aussi, mais si c'est pas le terme juste. Ouais. En plus, à un moment donné, tu commences à avoir cette ancienneté qui fait que tu as du crédit aussi auprès des familles, auprès du reste du personnel et tu te sens bien à ta place. Ouais, c'est important. Donc voilà, aussi. je pense que j'y suis bien. Et ben parfait, je te souhaite dans ce cas encore une longue carrière au même endroit, là où tu es bien. Et du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de ce qui te fait du bien, tu disais notamment le sport. Alors justement, ce sport, quelle place il occupe dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça a toujours été le cas avant? Depuis quand est-ce que tu pratiques du sport déjà? Alors, si on remonte le fil, j'ai toujours bien aimé le sport, que ce soit en primaire, que ce soit au collège. J'ai pratiqué pendant quelques années l'équitation, le hand, le basket. J'ai essayé pas mal de choses sans jamais devenir la petite professionnelle d'un sport, on va dire. C'était vraiment récréatif. Et au lycée, avec... si je peux dire la charge de travail, bon peut-être pas jusque là, il y avait aussi un peu d'excuses là-dedans, un peu de fainéantise. Tout s'est arrêté, plus aucun sport. Et pendant mes études à l'IFSI, non plus du tout. C'est vraiment après l'IFSI que tout a redémarré. À l'époque, j'avais j'aime pas trop ce terme, mais j'avais acheté du coup ma chienne. Ouais. Et ça m'avait relancé de faire des balades qui sont devenues des randonnées, puis des randonnées dans les Vosges que je pense que tu connais, le sentier des Roches, le lac de la Mai, tout ça, c'était génial, des très beaux souvenirs. Et quelques années après, peut-être 4-5 ans après, ça s'est mué en un besoin d'un peu plus, donc je me suis inscrite en salle de sport et de là j'ai commencé à fréquenter tout simplement des personnes qui pratiquaient comme moi et ça m'a donné envie d'en faire encore un petit peu plus et donc je me suis lancée dans la course à pied mais sans me le dire. Je me suis jamais dit, comme certains le font un petit peu maintenant, ok, je commence la course et je vais au Décathlon et je vais m'acheter tout l'attirail. En fait, c'est venu un peu par hasard et j'ai couru pendant, par exemple, 6 mois avec des Stan Smith aux pieds et sans montre. Je connaissais pas Strava. Vraiment, à la one again. Complètement. Je me rendais même pas compte. Je me serais jamais qualifiée de runneuse, d'influenceuse running ou je ne sais quoi. Et à partir de 2017-2018, j'ai commencé à vraiment m'y mettre pour de vrai, on va dire, et à partager ça sur les réseaux. Et l'un et l'autre ont été un peu imbriqués. Et c'est vrai que je trouve que les réseaux ont un côté qui peut être sympa parce que ça t'aide à progresser, parce que tu peux trouver des infos intéressantes, des gens qui te motivent. Et quand tu partages, eh bien, ça fait plaisir d'avoir un engouement. On va pas se mentir, on est tous ça pour ça quelque part. Donc les deux se sont un peu imbriqués. Et puis après la suite, c'est classique. Hein, c'est le 10 km, puis le semi, puis le marathon, et puis les trails. Et voilà. Ton premier 10 km, tu te souviens quand c'était, où c'était? Bien sûr. C'était en mai 2018 à Strasbourg. Avec une de mes meilleures amies qui m'avait dit... mais en fait, tu cours tout le temps sur le tapis à la salle de sport. Tu voudrais pas venir courir avec moi le 10 km de Strasbourg? Et je lui avais dit, pourquoi pas? Parce qu'à côté de ça, la petite parenthèse, c'est que je me voyais pas devenir une vraie runneuse ou joggeuse ou peu importe, parce que j'avais vraiment peur de tout ce qu'on entend avec les femmes qui peuvent être agressées, tout ça. Moi, j'avais vraiment une angoisse par rapport à ça, par rapport à certains petits vécus personnels, qui est pas forcément intéressant d'aborder, mais en tout cas, j'avais ce frein et ces croyances limitantes aussi. Et ce jour-là, grâce à cette fille qui m'a entraînée un peu à aller 10 km de Strasbourg, où il y a une belle ambiance parce qu'il y a un semi le même jour,
Eh bien, là, ça a été une révélation, comme le premier jour à l'éducation nationale. Ça a été une révélation de voir le public. On avait nos noms écrits sur les dossards, les gens qui nous appellent. Non mais, waouh, mais... Ouais, c'est une ambiance hyper galvanisante, en fait. Ah oui, non mais c'était... C'était fou. D'ailleurs, là, j'ai pas fait beaucoup de courses officielles pendant ma grossesse récente et cette année, j'ai donc repris les dossards et à chaque fois, c'est toujours le même truc. Tu te dis, waouh là, c'est incroyable quand t'arrives à la ligne d'arrivée. Et voilà, ce jour-là, je suis vraiment tombée amoureuse. L'été qui a suivi, j'avais pas pu partir en vacances et j'ai passé mon été à courir, à lire des livres de running. J'ai eu cette espèce de basculement qu'ont la plupart des passionnés. Où tu vas te renseigner à fond, t'équiper tout doucement, te sentir de plus en plus légitime à ce que tu fais et essayer d'attirer les autres à faire la même chose que toi. Du coup, à partir de ce 10 km, t'as commencé quand même à courir en extérieur plutôt que sur tapis? Ouais, ça a marqué un tournant. Et ce que je dis là, je pense qu'il y a très peu de gens qui pourraient te le dire parce que c'est quand même assez étrange de courir presque que sur tapis parce qu'on a des croyances limitantes. Tu penses? En tout cas, moi, je me suis toujours trouvée étrange avec ça et parce que à ce moment-là, écoute, il y avait tout un truc. Je portais des lunettes de vue et ça me gênait dans le sport. Et en fait, pour pouvoir courir dehors, je m'étais fait prescrire des lentilles et donc j'ai eu l'impression de voir le monde, de courir avec un super décor, de voir le monde. Enfin, on avait sorti la taupe de son trou en fait. C'était fou. Et pourtant c'est rien. Pour moi, ça a été un tournant. Pour toi, c'était beaucoup, quoi. Bah, écoute. Pouvoir courir dans ma campagne, le long de l'eau, ou dans les collines, dans la forêt. Et puis, je me disais, et puis, de toute façon, s'il y a un fou qui veut m'attraper, il faut bien qu'il me rattrape. Hein. Exactement. Donc, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît, concrètement, quand tu cours? Et en général, j'aime déjà même le moment où j'enfile les baskets parce que je sais ce que je vais vivre et que je vais apprécier. Ensuite, il y a toujours ces 1-2 kilomètres qui sont un peu moyen dans les sensations souvent. Et après, c'est vraiment la liberté et la fierté parce que il y a eu une période où j'étais pas du tout sportive. Et où si on m'avait dit mais tu sais tu vas courir en aisance, tu pourras parler en même temps pendant 1, 2, 3 heures, tu pourras le faire, ça m'aurait semblé complètement impossible et ça l'est, donc il y a une petite fierté aussi. Et puis je courais ce matin et je pensais évidemment à ce moment que je passerais avec toi cet après-midi et je me suis dit que au moment où je courais ce matin, je trouve qu'on est beau, les gens qui courent, en fait. Il y a un mouvement qui est beau, je trouve, le moment où on a les 2 jambes en l'air, ce saut qu'on fait, je trouve que c'est aérien, c'est beau, une personne qui court. Ce que tu dis, ça me fait penser des fois à certaines photos super bien sur les réseaux sociaux. Qu'on n'a pas souvent, exactement. Toi, tu dois sans doute en avoir plus que moi, je pense, si je regardais un petit peu. Moi, je crois pas en avoir. Il faut cumuler des années de travail pour en avoir quelques-unes. Et est-ce qu'il y a un moment sportif qui te reste, quelque chose, un événement où tu t'es dit, waouh. Franchement, il y a quelques lignes d'arrivée que j'ai détestées. On pourra aussi en parler si tu veux. Mais parmi celles que j'ai adorées, c'est difficile de faire un classement parce qu'il y a toujours un truc, le voyage qui a été fait autour qui était beau, ou alors le moment de l'arrivée, ou une personne qui est venue te voir, ou un chrono que tu as réussi à faire. Mais moi, la course que j'oublierai jamais, c'est le marathon de Francfort. Parce que je l'ai couru, je sais c'est pas bien, je l'ai couru sans prépa, mais en même temps j'en faisais tellement à cette période-là de ma vie que j'étais quand même apte. Et je l'ai couru 1 mois après ma ponction d'ovocytes dans le cadre de la PMA. Et j'avais dit à mon mari avant de prendre le départ. Écoute, si je fais un RP, c'est sûr dans 1 mois l'embryon il va s'accrocher. Et franchement, ça me donne des frissons là, mais c'est ce qui s'est passé. Et tu sais, quand tu es dans ta course, pendant un marathon, tout peut arriver. Donc les 25 premiers kilomètres, s'ils se passent bien, bon, c'est chouette, mais t'es pas encore en train de vendre la peau de l'ours. Mais une fois passé les 30,
je voyais les gens qui se prenaient le mur et moi je ne me le prenais pas. Ouais. Je les voyais parce qu'ils commençaient à cramper ou à ralentir et j'avais l'impression moi c'est comme si j'étais sur un espèce de tapis roulant qui va plus vite que eux et que j'avance plus vite et je les dépassais tous et je regardais ma montre et je me voyais toujours encore à 5 du kilomètre. Et je me suis dit, mais là, en fait, Sophie, t'es en train de taper ton record, mais de malade, genre de 10 minutes. Tu vas arriver à la Congrès Salle et tu vas avoir la foule, le tapis rouge. J'ai une photo mythique où j'ai le poing levé comme Rocky, tellement je me croyais plus. C'était fou. Et à l'arrivée, j'ai pleuré au point qu'il y avait une dame de la Croix-Rouge qui est venue pour me demander si j'avais un souci. Et direct, tu prends ton téléphone, t'appelles ton mari et tu dis, mais de toute façon, il avait le live track qui suivait. Il m'a dit, mais c'est bon, tu l'as fait. Alors, bon, pour les gens qui écoutent, on est superstitieux, mais on n'est pas non plus complètement fralés. On s'est pas dit, c'est bon, l'embryon, il est là. Mais, on était quand même, tous les deux en équipe, galvanisés par ce truc. Et vu que l'embryon, un mois après, s'est accroché, eh ben, j'oublierai jamais ce moment et je pense qu'il y aura plus jamais une course avant laquelle je me mettrai une petite superstition en tête et que j'irai au bout comme ça parce que qu'est-ce qui pourrait être plus fort, plus important que mon bébé c'est ça. Ah ouais. Non mais c'est super beau ce que tu racontes là. Toujours dans le sport, tu disais tout à l'heure que tu étais que t'as commencé à te mettre sur les réseaux sociaux. Au tout début, j'avais ouvert mon compte Instagram et je publiais des petites choses de la vie, juste des photos de nos randonnées, des photos de nous, des choses assez simples en fait. Des fois, la photo d'un truc que j'avais cuisiné que je trouvais sain. Voilà, c'était tout simple. C'était pas comme aujourd'hui où on pousse à essayer d'être tous des personnes qui sont instructives, à créer des réels. Avec des hooks, avec des choses vraiment compliquées. C'était j'ai fait une photo, je la poste quoi. Et j'ai mis mon compte en public et puis assez rapidement ça a bien pris. Il y a eu à un moment donné quand même plus d'intérêt quand j'ai commencé à faire des plus grosses courses. À chaque fois, je gagnais un peu plus en abonnés. Il y avait plus de monde qui s'abonnait suite à certaines courses sans faire forcément des exploits, mais parce que je partageais les choses en fait comme le commun des mortels. Tu vois, c'est pas Anaïs Kemener qui va vlogger, c'est juste une fille que tu pourrais croiser au boulot et elle te montre comment que ça se passe, comment c'est quand tu récupères ton dossard, comment c'est quand tu fais ton resto de la veille, qu'est-ce qu'elle mange la veille, bonne question aussi. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis c'est resté presque comme ça. J'ai juste essayé de me mettre un petit peu plus à faire des reels parce que y a pas le choix, sinon ton compte il tombe complètement dans les oubliettes à cause de l'algorithme. Des fois c'est fun et parfois il peut arriver que je ne m'en fasse pas pendant une semaine parce que ça m'agace aussi un petit peu d'être obligé de suivre des tendances, d'être obligé de faire comme tout le monde et qu'à la fin tu ouvres Instagram et en fait tu vois 10 personnes mais les 10 ont fait la même vidéo et c'est une overdose je trouve donc ça a changé quand même. T'arrives à identifier le moment où t'es vraiment passé de je partage juste pour moi ce que je fais il y a vraiment une communauté qui a commencé à te suivre et peut-être à interagir avec toi. Mais je pense que j'ai pas vraiment de moment particulier parce que les personnes de la première heure qui avaient déjà commencé un peu à suivre et à écrire, elles sont toujours encore là. Et juste des personnes se rajoutent au fur et à mesure selon ce qu'on vit en fait. Parce que ce que je postais quand j'avais 27 ans, c'est plus ce que je poste quand j'en ai 36. Pas 26, 36. Et je parle pas d'une question de plus de maturité. Je parle du fait que la vie a changé. Maintenant, j'ai un enfant. Je suis passée par la PMA. Où il y a eu une période de travaux de maison, par exemple, où j'avais parfois un peu montré des choses aussi. La vie qui avance. Et donc, chaque fois que tu as quelque chose que tu vis d'important et d'assez remarquable, eh bien, il y a des personnes qui vont s'identifier et venir, mais elles peuvent aussi partir quand elles voient que tu ne partages plus sur ça parce que c'est passé pour toi, en fait. Après, pour la PMA, là, il y a eu quand même pas mal de personnes qui m'ont parlé, mais beaucoup en message privé. Mes posts, les quelques posts, il y en a pas beaucoup qui parlent de ça, ont pas beaucoup de commentaires, mais énormément de messages privés. Je pense qu'il y a de la pudeur autour de ça et je aucun problème. Voilà, chacun
peut faire comme il le souhaite, et si des fois je peux donner un peu d'espoir ou d'explication sur quelque chose que moi j'ai vécu sans maintenant jouer à la gynécologue qui sait tout, je réponds comme je peux en tout cas. Tu partages ton expérience. Voilà. Avant d'aller plus loin sur ce sujet-là, j'ai encore quelques petites questions. Aujourd'hui, tu es ambassadrice d'une marque. Quand même, oui. C'est quelque chose. Oui, quand même. Comment est-ce que ça s'est fait, cette collaboration ? Alors, je vais tout expliquer parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui aimeraient bien que ça leur arrive, et je le comprends. Parce que quelque part, collaborer avec une marque, ça alimente ta passion en fait. Donc c'est vraiment donnant, et c'est le top pour ce genre de choses, ce genre de sport. Moi, c'était assez simple. Je suis allée au Maratrail des Passerelles du lac de Monténard. Donc c'est une des plus belles courses de France parce que le lac de Monténard, il est bleu azur. Ouais. Et le trail te fait passer sur des passerelles himalayennes. Okay. Et c'est très joli. C'est dans quelle région ? C'est en Isère. Okay. Donc j'y suis allée pour la course. Et avant ça, il fallait chercher évidemment le dossard au village de la course. Et il y avait des différentes marques pour promouvoir leurs produits et faire découvrir. Et à ce moment-là, j'arrive au stand de Red Light et je trouve très sincèrement leurs produits à ce moment-là vachement sympas. Ouais. Je remarque qu'ils sont très techniques, mais surtout super jolis, et ça comptait pour moi. Donc je regarde un petit peu ce qu'ils font. Je me prends une paire de lunettes, un t-shirt, et je discute avec les deux personnes du stand. Et tout simplement, je leur ai montré mon compte Instagram qui avait déjà dans les 15-20 000 abonnés, et je leur dis voilà, est-ce que vous seriez intéressés, est-ce que vous cherchez des ambassadeurs, des ambassadrices, ou je sais pas comment vous appelez ça. Et ils m'ont dit écoutez, oui, donc on va garder votre profil et on vous recontacte quand on fait moi j'appelle ça le mercato en septembre, quand ils voient pour les gens qui vont sélectionner pour ça, qui renouvellent ou pas. Et en septembre, ils me recontactent en me disant qu'ils étaient vraiment intéressés. Puis ils ont vu ce que j'ai republié justement de cette course du Maratrail avec leurs produits que j'avais sur moi. Et ça leur a plu, donc ils m'ont proposé un contrat. Donc ça me permet d'avoir une dotation de produits très régulière. Ouais. C'est pas de la rémunération financière, c'est pas un salaire. C'est des produits avec des dotations. Et en fonction des courses que je fais, ils peuvent aider. Parfois, ils peuvent t'aider pour la prise d'un dossard. Okay. Par exemple, ils organisent en octobre une backyard et il y a que 300 places. Elles sont déjà toutes vendues. Ouais. Et je leur avais demandé s'il restait pas des places, je sais pas, qui font des fois gagner en concours ou autre. Et ils m'ont dit non, mais pour les ambassadeurs, on en a gardé de côté. Donc j'ai ma place à la backyard grâce à eux, du coup. Du coup, tu es vraiment allé un petit peu au culot, quoi, finalement. Oui. Oh, je me suis dit, de toute façon, je suis pas d'ici, ils me connaissent pas, et au pire, ils m'oublieront. Voilà, c'est pas grave. T'avais rien à perdre. Non, et puis Red Light est vraiment, je veux surtout pas dénigrer, loin de là, hein. Mais je veux dire, je savais que je m'adressais pas non plus à Nike, à Puma ou à Salomon. Enfin, c'est une marque qui est française, qui est encore un peu jeune par rapport aux autres, mais qui est quand même très suivie et qui commence vraiment à percer, surtout dans le trail. Ouais. Et donc, ça fait combien de temps maintenant que tu travailles avec eux ? Du coup, le trail des passerelles, c'était l'été 2024 et ça fait 2 ans. Et ils m'ont pas lâché pendant ma grossesse, donc j'étais ravie parce que j'avais un petit peu peur de ça. Ça, c'est chouette aussi. Hein. Je pense que ça compte. Ça compte quoi pour une femme sportive aussi, quoi, ce genre de choses. Ouais. D'autres qui en vivent vraiment ont souffert de ça. Ça s'améliore avec les années, mais il y en a qui ont beaucoup souffert de ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des contraintes quand même à cette exposition sur les réseaux ? Pour toi, aujourd'hui? Non, je dirais pas ça. Je pense pas qu'il y a des contraintes. Il y a des fois des personnes qui m'ont dit mais tu trouves pas ça embêtant de devoir tout le temps mettre des choses? Et moi je le vois en fait pas du tout comme ça. Je suis habituée, ça fait partie de ma vie de partager sur le sport que je fais. Et peut-être que dans certains domaines d'influence, ça peut être plus contraignant.
Là, j'ai pas forcément d'exemple, mais peut-être les gens qui parlent de cuisine, ils doivent tout le temps absolument faire des recettes trop belles à poster. Ouais. Je sais pas. Mais moi, de toute façon, je vais les faire, mes entraînements, toute la semaine. Donc, je n'ai qu'à partager ce que je fais. Et quand il y a quelque chose d'un peu plus intéressant, une course officielle, ça me fait plaisir d'en parler et de recevoir aussi les avis d'autres qui m'ont dit « Ah, j'y étais aussi !» Donc, ça permet de revivre un peu l'événement. Et c'est plutôt bien. Donc c'est pas du tout une pression pour toi finalement. C'est juste un truc. Ça se complète avec le running pour moi. Ouais. Est-ce que tu as des objectifs prochains, des gros objectifs ou moins gros même là sur ton calendrier? Alors là, en juin, dans 2 semaines, il y a le marathon du vignoble d'Alsace où je vais aller. Où j'ai déjà été. C'était mon tout premier marathon. Tu le cours en festif ou tu le cours en sérieux? En vrai, je pense que même quand tu le cours en sérieux, c'est jamais très, très, très sérieux parce que j'avais essayé déjà et en fin de compte, il y a beaucoup de bouchons, tu croises les gens du semi et puis tu peux pas t'empêcher d'échanger, de rigoler. Donc je serais pas déguisée en dinosaure gonflable, ça c'est sûr. Mais je vais profiter. Et puis de toute façon, c'est un marathon qui a du dénivelé, donc c'est pas là-bas que tu vas faire un chrono c'est pas là-bas particulièrement. Pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent de quoi on parle, il y a le marathon du vignoble, quand on dit marathon festif, en fait, c'est un marathon sur lequel les ravitaux, en gros, c'est on va retrouver des vins, des flammes, de la tout un tas de bonnes choses à manger. Très dur de trouver de l'eau, j'emmènerai mon sac d'hydratation parce que en plus il fait très chaud en général. Ouais. Du coup, dans 2 semaines, donc ça, c'est quoi? C'est fin juin alors, c'est ça? C'est le week-end de la fête des pères, le 21. Ok. Ouais. Donc je rentrerai avec la bouteille pour la donner à mon papa et ensuite je m'occuperai de prendre soin de mon petit mari et de lui donner ses petites surprises d'Alexis. Ça va être une journée bien remplie. Voilà. Et à savoir aussi pour tes auditeurs que la gagnante et le gagnant du marathon gagnent leur poids en litres de vin. Ah, ça même, moi, je ne savais pas, tu vois. Donc moi, avec mes 60 kilos, je pourrais repartir avec 60 bouteilles de vin si je gagnais. C'est un bel objectif pour celui ou celle qui veut gagner. Ouais, moi c'est un bel objectif. Et puis du coup, l'été, je vais rester un petit peu plus tranquille en termes de dossard. Et en septembre, il y aura le marathon de Colmar, où je me suis inscrite dans le but d'avoir enfin le nouveau RP après Francfort. Ouais. Mais j'ai des doutes sur cette réussite parce que un marathon de 7 ans, c'est une préparation de l'été. Et l'été, je n'ai personne d'autre que moi qui va garder mon fils. Ouais. Et mon mari va travailler beaucoup plus que moi, qui suis à l'éducation nationale. Donc concrètement, je vais faire beaucoup de run poussettes et je suis pas convaincue que ce sera forcément la bonne approche pour faire un record à un marathon. Ouais. Évidemment, ça entraîne bien. Le run poussette, on s'ennuie pas. C'est difficile aussi, mais il faut des séances spécifiques que je pense que je ne pourrais pas m'imposer. Ce serait un entraînement plus compliqué, quoi. C'est ça. Et puis, du coup, il y aura cette backyard en octobre. Octobre, ok. Ah, donc t'as des jolis, ça fait des jolis jalons encore jusqu'à la fin de l'année. Oui, j'apprécie d'avoir un dossard par mois, sauf période estivale, de se reposer un petit peu, ça fait du bien au corps aussi. Donc un dossard par mois sur un événement un peu sympa, ça me plaît bien. Parce qu'avant, j'avais tendance à m'éparpiller et à aller à toutes les courses du coin. Des fois, on a envie. Parce que de toute façon, parfois on a envie, mais de toute façon, le frein, c'est que je peux pas, j'ai personne quasiment qui puisse me dépanner avec Alexis. Ouais. On est tous les 3 ensemble que le dimanche, donc c'est pas pour me partir tout le temps. C'est pas ma vision des choses. Bien sûr. Eh ben, on te souhaite de très belles courses dans ce cas. Merci. Et du coup, on va parler d'Alexis, justement, comme tu en parlais à l'instant. Et puis du parcours compliqué que tu as eu pour devenir maman. Oui. Alors, du coup, l'histoire est assez longue parce que il se trouve que j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi.
qui a eu donc ses enfants dans la vingtaine. Et moi, j'étais bien plus jeune qu'elle. Et déjà là, autour de moi, on me disait « Ah, ta sœur a déjà des enfants, pour toi, c'est pour quand ?» Et j'avais par réflexe de dire « Moi, ce sera pas avant 30 ans. » Je sais même pas qui m'a mis ça en tête, mais c'était mon truc. Je m'étais dit 30 ans, ce sera mon cap. Avant ça, je profite, je crée le petit nid, je fais tout ce qu'il faut. Et à 30 ans, les enfants. Hein. 2 enfants, c'était vraiment la famille de 4. Moi, j'étais carrée, c'était ça. Ouais. Et voilà. Et je voyais vraiment pas pourquoi ça ne se serait pas passé. Mais j'ai été pendant 10 ans dans une relation qui était très toxique, avec quelqu'un qui a été très manipulateur, très colérique et très difficile avec moi. Et cette personne, nous n'avons pas pu avoir d'enfant parce que, il avait des problèmes de fertilité. Et quelque part, ça a été le coup de grâce à notre relation qui, pour moi, déjà depuis 1 ou 2 ans, était vraiment en train de tourner court parce que il y avait aussi, donc si on fait le lien avec toute ma vie, mes débuts dans le running, j'avais pris confiance en moi, j'avais un échappatoire, j'avais des moments d'introspection pour me rendre compte un petit peu des choses et tout ça a pris fin et j'ai eu vraiment besoin de me retrouver. Donc j'ai fait tout un reset, mais le parcours de PMA à l'époque avait déjà été un petit peu entamé. J'avais fait tous les examens que la femme doit faire, toute la checklist. J'étais passée par tous les trucs possibles et imaginables. Comme d'habitude, on me disait « Madame, tout va bien, tout va bien ». Donc j'étais là, super, mais bon, ça arrange pas mes affaires. Et ça m'avait quand même bien marqué tout ça. Parce que j'avais pas eu de soutien, c'était difficile. Tu prenais des traitements ou pas du tout, c'était vraiment les examens? Non, traitements, c'était les examens, donc l'hystérosalpingographie, toutes les diverses prises de sang, certes celles que tu dois faire à certaines heures de la journée, avec prise ou pas de médicaments avant, des échographies, plein de choses différentes. Donc tout ça j'avais fait et ça m'avait vraiment extrêmement traumatisée. J'avais clairement non seulement quitté cette personne, mais j'avais un rejet complet de la PMA. Bon, tu me diras, quelle femme apprécie ça? Je pense qu'il y en a pas. Mais clairement, c'était un sujet. Je n'aurais jamais pu t'en parler comme là, parce que pour moi, c'était une barrière mentale, un rejet. Je pense qu'il aurait peut-être fallu en parler à quelqu'un à ce moment-là, mais bon, la course à pied était mon psychologue comme d'habitude. Et puis, il y a eu à peu près 6-7 mois où je me suis retrouvée. Je me suis pris mon appartement, c'était ma bulle. J'ai vendu la maison avec lui et tout. On avait... c'est vraiment un gros reset. À 31 ans, c'était pas rien parce qu'à 31 ans, la plupart des gens se posent et on aurait un petit peu peur peut-être de recommencer quelque chose. De tout recommencer. Mais figure-toi qu'autant j'avais fait beaucoup de crises d'angoisse à cette époque-là, autant je n'ai jamais eu cette peur-là. C'était plutôt de rester enfermé dans ce truc toxique et cette amorce de PMA pour quelqu'un avec qui ça n'allait plus, que c'était ça qui me mettait des crises d'angoisse, mais pas de me retrouver pour moi en fait. Ça m'a vraiment fait du bien et quelque part quand on est 10 ans en couple avec quelqu'un, on n'est plus du tout soi-même, on est devenu la personne du couple en fait. On sait plus vraiment qui on est. En plus, 10 ans avant, j'étais encore une autre personne. J'avais que la vingtaine, la petite vingtaine. Et je t'es construite avec, en relation avec cette personne. Et tu savais même pas qui tu étais vraiment toi, quoi, en fait. Et qui plus est, qui avait 10 ans, 11 ans même de plus que moi. Et qui avait un côté très dominateur. Mais ça, je le dis par contre sans être un mot vraiment critique. C'est juste que il m'a connue, j'étais le petit oiseau fragile et lui il avait la trentaine bien tassé et puis bon il était plus sûr de lui, voilà, ça s'est mis tout seul en place entre nous, ça c'était pas pour la critique. En tout cas, je me retrouve, je me redécouvre, je m'interroge, qui est Sophie, cette fille de 31 ans, à part qu'elle aime courir et le cinéma, qu'est-ce qu'elle est? Et de fil en aiguille, je me remets bien.
Et un soir, je sors avec des amis dans un bar et je tombe sur mon mari actuel, Jonathan, qui était à l'extérieur en train de discuter avec ses amis à lui. Et on se regardait du coin de l'œil un petit peu en mode mais j'ai déjà vu quelque part, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui? Et il y a un moment donné où ça avait l'air un peu plus sûr, alors on s'est rapprochés et je dis mais c'est pas toi Jonathan? Et il me dit si. Et en fait on était ensemble au lycée. Okay. Et on s'était jamais revus parce qu'il était parti à la marine et qu'il a fait sa vie pendant tout le temps où moi j'ai fait la mienne, avec une jeune femme pendant aussi presque 10 ans, et lui aussi s'était séparé quelques 6 mois avant à peu près. Donc en fait on se recroise au moment où tous les deux on commence à être un petit peu open à revivre des choses. Et bon, tu connais la suite du coup. Ouais. Voilà, donc la suite a été qu'on s'est revus quelques fois et qu'on s'est rendu compte que ça matchait vraiment bien, qu'on a les mêmes valeurs surtout. On savait évidemment à cet âge-là exactement ce qu'on voulait et surtout ce qu'on voulait plus. Ouais. C'est l'avantage d'être plus âgé et c'est ce qui fait que parfois les choses vont un peu plus vite aussi. Et le bébé, on a eu envie d'en avoir un à peu près au bout d'1 an de relation. Et il y a eu 1 an d'essai. Et vu que j'avais cette espèce d'angoisse toujours de PMA, on a un ami qui est médecin et je lui ai dit est-ce que tu peux lui prescrire un spermogramme s'il te plaît parce que j'angoisse. T'avais envie de savoir quoi. Ouais. Il lui a prescrit et il était encore une fois très 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 mauvais. Et ça t'a replongé un peu dans un état. Alors là, mais le ciel m'est tombé sur la tête. Je me suis dit, mais comment c'est possible que les personnes qui, à un moment donné, sont pour moi la personne la plus importante, la personne avec qui je veux fonder une famille, à chaque fois ce problème, enfin, je me suis dit, là, il y a une entité dans la vie qui veut me faire passer par ça. Elle veut me faire vivre ce truc pour une raison que je ne connais pas. Mais j'ai mis 48 heures avant de réaliser. Pendant 48 heures, j'ai agi exactement comme si j'avais pas eu la nouvelle. Je n'en parlais pas, j'ai fait ma vie, j'ai passé des bons moments. Puis j'avais un dossard le dimanche, le 10 km de Sarreguemines que tout le monde fait dans le coin. Et à la ligne d'arrivée, j'ai les larmes qui ont commencé à monter. En voiture, j'ai pleuré, j'ai tapé sur le volant. T'étais toute seule à ce moment-là ou il était avec toi? On était venus à 2 voitures. Parce qu'il m'avait rejoint après pour m'encourager. Et une fois à la maison, il mangeait, enfin on était à table pour le repas et j'avais des larmes qui coulaient dans l'assiette. Enfin, j'ai rien mangé. Je prenais entièrement conscience, j'étais submergée par cette nouvelle. Le tsunami m'a complètement emportée comme un rouleau compresseur. C'était très 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 violent psychologiquement. Et après, ça, c'est quelque chose que je pense que je tiens de mon père, qui m'avait une fois dit quelques années avant, avec tout ce que j'avais traversé, tu sais, quand t'es tout en bas, tu peux que remonter. Donc, je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. Là, tu vas pas... je suis pas quelqu'un qui sombre dans les idées noires et qui veut... qui arrive à avoir des pensées dramatiques. Je suis pas trop... j'ai jamais été comme ça, en tout cas. J'espère pas. J'ai jamais été dans ce mode de pensée. Donc, forcément, passer le moment où t'es sonné, le moment où t'accuses le coup, c'est la remontée. Donc, tu passes à l'action. Allez, on prend les contacts, on se dépêche, on se dépêche, elle est drôle celle-là parce que non, à l'hôpital, lui, il se dépêche pas. Il se dépêche pas du tout. C'était en octobre ça et la première visio, elle a eu lieu en décembre 2023. Ah oui, Et à l'époque, les résultats de Jonathan étaient si mauvais qu'ils ont émis l'hypothèse qu'il avait un cancer. Donc, on est aussi passé par des moments d'angoisse. En fait, quand on dit dans la vie, on a 1000 problèmes et le jour où on a un problème de santé, on n'a plus qu'un problème. Alors là, mais tu vois, le désir d'être bébé, il était parti. Je voulais juste que lui, il soit en bonne santé. Et on avait eu cette visio où la médecin nous avait dit, écoutez, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que il faut pas vivre PMA, il faut que vous continuez à vivre, prévoyez-vous des choses.
Et à ce moment-là, ça aussi, ça dépend de beaucoup de facteurs quand même. Hein. Nous, on n'est pas des gens aisés, on n'est pas non plus des gens pauvres. Mais franchement dit, à ce moment-là, comme on avait chacun un petit capital parce qu'on avait vendu notre maison à chacun, etc., on s'est dit, on va se faire un beau voyage. Ouais. On a réservé le Mexique et il y a plein de gens qui nous ont dit, mais on dirait que vous avez fait une lune de miel tellement c'était beau. Mais il faut ça. Ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que le vendredi avant de prendre l'avion, on nous a confirmé qu'il n'y avait pas de cancer en fait. Donc là, mais c'était les vacances. Ah oui, on était. Et au retour, on était de nouveau en mode, ok, on passe à l'action. Ouais, ça vous a redonné de l'énergie, quoi. Ouais. Et en parallèle de ça, je préparais aussi le semi de Lille où je voulais faire un record et c'était une organisation mais de fou maintenant quand j'y repense parce que je travaillais toujours à temps plein. Il y avait mon esprit qui était absorbé dans ces problèmes de santé et comme d'hab, moi on me disait madame tout va bien chez vous. D'un côté c'est chouette mais tu te dis mais punaise mon corps il attend que ça, il veut porter un bébé et il fallait caler les séances de running, il fallait caler les rendez-vous à l'hôpital parce qu'à l'hôpital de Metz, Merci, on doit tout le temps venir sur place. Certains hôpitaux acceptent que tu fasses tes prélèvements dans les labos près de chez toi. Moi, je devais aller à Metz le matin pour faire une prise de sang. C'est à 1 heure de chez moi, donc il y a beaucoup de fatigue. Ouais. Quand on dit que la PMA c'est dur, c'est tellement vaste. Cette douleur que tu peux ressentir parce que au quotidien t'as les personnes qui ont des enfants, t'as les annonces de grossesse, tu travailles avec des enfants, tu travailles des fois avec des enfants maltraités, tu as à gérer tous ces rendez-vous, toute cette charge, les déplacements, l'essence, les tickets d'autoroute. C'est toutes des choses qu'on voit pas en fait. Oui, le service que parfois il y avait des choses pour lesquelles je devais les appeler obligatoirement le jour même où j'avais les résultats, mais que entre 15h30 et 16h30. Donc et si j'étais au travail, j'étais en panique que j'ai un élève, un entretien et je peux pas lui dire s'il te plaît retourne en classe, tes envies suicidaires là, tu vois, tu stresses pour 1000 choses en fait. Et les examens, après, ça c'est propre à chacun. Certains peuvent être mal vécus ou douloureux selon notre perception. Mais moi, j'étais dans un tel rejet de la PMA. J'ai dû tellement faire un travail sur le lâcher prise. Il y avait l'hystérosalpingographie qui est quand même pas très appréciée des femmes en général parce que le produit qui est injecté pour déboucher les trompes, si elles le sont, ou pour prouver qu'elles ne sont pas bouchées, c'est pas agréable. Ça peut même parfois faire mal. C'est pas facile parce que aussi les gens qui n'y connaissent rien, ils peuvent te demander mais tu ne caches pas quelque chose, pourquoi c'est toi qui vas tout le temps là-bas, pourquoi c'est toi la femme alors que tu dis que tu vas bien, mais en fait c'est parce que la femme elle subit l'homme, il va faire des spermogrammes et puis il a pas de médicaments à prendre, il y a rien de spécial à faire pour l'homme à part peut-être aller récupérer un spermatozoïde de manière chirurgicale, autrement c'est éjaculer dans un pot. Hein. Il faut dire les choses parce que ça on les entend jamais. Et c'est ça la partie de l'homme, la partie de la femme, c'est vraiment dur. Et il y a aussi des fois des personnes qui m'ont dit mais tu sais quand t'en parles tu pourrais peut-être faire peur et alors les personnes elles seraient comme toi, elles auraient ce rejet. Mais et en fait non, la connaissance c'est un pouvoir. Et c'est pas aller sur Doctolib à 2h du matin, c'est entendre des témoignages de gens qui vont te dire toi peut-être t'auras pas mal mais moi oui, alors je te conseille prends 2 Spasfon avant d'y aller par exemple parce que les médecins me l'ont pas dit. Et le service de PMA c'est le service le plus froid que j'ai jamais rencontré. Personne ne te prend par la main là-bas, dans le sens où personne ne te donnera jamais d'espoir. On est comme tout le monde, on a tourné autour du pot, on disait oui, vous pensez, il y a des statistiques, et puis Sophie apparemment elle a pas de problème physique. Et les médecins nous ont dit, mais vous savez, on a des couples où les deux vont bien. Et on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Et ils essayent pendant 10 ans. Et ça, ils te le disent, que tu peux être parti pour très très longtemps. Et c'est ça aussi, c'était ma source de crise d'angoisse à cette époque-là. C'était, mes parents vont vieillir et ils pourraient ne pas le connaître.
Et ça me tordait de l'intérieur, ça me faisait horriblement mal et souffrir parce que ma maman, je suis très très proche d'elle et je sais que quand elle a des soucis de santé, elle se bat pour ses enfants et ses petits-enfants pour le plus longtemps possible avec eux. Donc c'était vraiment un combat qu'on a mené ensemble très 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 difficile. Ouais. Mais j'avais fait vraiment en sorte que cette année, elle soit rythmée par des courses. Et j'ai jamais eu autant de dossards de toute ma vie que pendant cette année-là. Et que j'ai explosé tous mes records dans tous les sens parce que j'avais la rage. Ouais. J'avais vraiment la rage de vivre et d'y arriver, quoi. Et chaque dossard, je me disais, si tu réussis à faire... Bon, je me mettais des objectifs réalisables, on va pas se mentir. Mais si tu fais ça, eh ben, je suis sûre que ça va avancer. Jusqu'à ce que, enfin, en mai, on me convoque à Merci. Je ne savais même pas pourquoi. Je sais que ma mère m'avait accompagnée pour on déjeune ensuite à Metz ensemble. Et elle m'avait dit, mais on y va pourquoi, en fait? Je dis, je sais pas. Je sais pas. On a fait tous les examens et on attend. Donc je vais dans le bureau, ça a duré même pas 5 minutes. La médecin qui m'a reçue me dit tout simplement bon eh bien on vous a programmé votre date pour démarrer le traitement pour faire votre FIV et ce sera en septembre. Okay. Donc on était fin mai et j'avais dit septembre pas plus tôt et elle me dit pourquoi vous voulez plutôt enfin elle savait qu'on est pressé mais elle pensait qu'il y avait peut-être une autre raison et moi je suis tellement toujours la bonne fonctionnaire, j'avais dit comme ça j'aurais moins d'absence pendant l'été. Non mais je te jure comme si c'était la priorité. Enfin bref, elle m'annonce ça et puis d'avoir une date, alors là on était ravis. On était vraiment vraiment ravis et encore une fois on savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Et fin août, je retourne à l'hôpital pour qu'on me montre mes ordonnances à rallonge et qu'on me les explique. Fin août, on me convoque et on me dit dès que vous aurez vos règles, vous nous appelez sur ce cycle août-septembre là, et on va faire tout en fonction de votre cycle. Donc le but des médicaments. Pourquoi on en prend même quand on est une jeune femme en parfaite santé? Eh bien parce que pour faire une FIV, on va prendre évidemment un ovule et un spermatozoïde. Mais ce serait quand même dommage de prendre des traitements pour faire la ponction et d'avoir un seul ovule. Le but, c'est d'avoir au taquet d'ovules. De maximiser la production, quoi. Voilà. Là où une femme, au quotidien, chaque mois, produit un ovule, eh bien là, chimiquement, on veut qu'il y en ait beaucoup plus pour augmenter les chances. Donc, on commence à faire les piqûres. Évidemment, j'avais des craintes, peut-être qu'elles sont trop superficielles ou féminines, mais j'avais peur de grossir, j'avais plein de peurs. Il y a plein de choses qui peuvent, c'est des effets secondaires, l'humeur a changé, c'est des hormones, donc forcément. Et c'est toute une petite tambouille, hein. Le soir, tu téléphones. Finalement, vous arrêtez celle-ci, vous commencez celle-là déjà à ce moment-là, en fonction des prises de sang que je faisais. Tous les jours alors? Tous les jours j'appelais, parfois on me disait vous changez rien, au revoir, et on claquait le téléphone, c'était fini. Et parfois c'était alors il faudra faire ça à une certaine heure, celle-là pas avant minuit la prochaine fois. Et c'était encore une fois une organisation de dingue, parce que même pour le travail de Jonathan c'était très compliqué. La femme a le droit, c'est écrit dans la loi, à se rendre à ses rendez-vous de PMA sans problème. Tu peux avoir demandé un justificatif pour le donner au boulot et voilà. Mais par contre, l'homme, c'est toute une histoire. Il peut pas t'accompagner, quoi, comme ça. Non. Non, c'est compliqué. Donc bon, on arrive au bout de ces traitements, de ces injections. Et il y a encore évidemment des prises de sang. Et à ce moment-là, aussi une échographie pour voir le nombre d'ovocytes qui sont en train de se préparer là à sortir. Donc à l'échographie, on m'a déjà dit, madame, vous allez sûrement être trop stimulée. Parce que, en tout cas pour ma part, mon corps est vraiment très 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 fertile. Hein. On le voyait dans certaines prises de sang que j'avais une énorme réserve ovarienne. Et donc même à petite dose, ça a explosé.
Pour te dire, la semaine avant la ponction, j'ai commencé à avoir un petit peu des petits maux de ventre et je le trouvais un peu gonflé comme pendant les règles. Ouais. Mais le jour de la ponction, j'avais un ventre enceinte de 4 mois. Ouais. J'avais le ventre rempli Ça doit d'ovules. être impressionnant. C'était très douloureux. Et j'avais voulu courir la veille parce que ça me détendait. J'avais peur de ce moment de la ponction. Mais j'ai pas pu parce que je me suis arrêtée. Il est venu me chercher en voiture, Jonathan, et j'ai juste un peu marché et j'avais trop mal au ventre. Arrive le jour de la ponction, donc on se présente le matin à l'hôpital. J'ai été suivie par, je crois, 3 ou 4 femmes. Mais comme j'étais la première arrivée, voilà, on m'a emmenée. On m'a installée en fauteuil roulant. Au début, j'ai pas compris pourquoi. Alors, je t'avoue que j'ai volontairement absolument pas regardé comment ça allait se passer pour ne pas me faire peur. Parce que c'était sans anesthésie, ni locale ni générale. Alors, pour les personnes qui écoutent et qui seraient vraiment trop angoissées à entendre mon discours ou que sais-je, on peut la demander exceptionnellement. L'anesthésie. Mais elle est vraiment pas pratiquée de prime abord. Donc, on m'emmène en fauteuil roulant au bloc opératoire. J'ai commencé à partir en crise d'angoisse. Je sais pas trop pourquoi. J'ai le syndrome de l'infirmière qui aime bien du côté blues, mais pas du côté patient, je pense. Et je m'installe dans le bloc dans une chaise gynécologique. Et là, il y a eu quand même un petit peu de monde autour de moi, mais principalement une gynécologue dont le rôle était de prélever les ovules. Et pour ça, eh bien, elle met en place un spéculum, comme pour un examen gynéco, et avec une très très longue aiguille, elle va l'enfoncer et aller jusqu'à d'abord l'ovaire de droite puis l'ovaire de gauche pour prélever un par un les ovocytes, sans anesthésie. Alors, c'est pas une douleur comme un accouchement ou c'est pas forcément la pire des douleurs, mais c'était évidemment extrêmement désagréable et surtout franchement je mourais de peur. Je mourais de peur parce que elle me disait si vous bougez, on est au millimètre près, elle a une aiguille, si tu sursautes, c'est pas le moment d'éternuer, on va dire. Il y avait une infirmière que je n'oublierai jamais. Alors, elle avait un masque, donc je pourrais pas me souvenir de son visage, mais je me souviens de ses beaux yeux bleus. Et elle était comme un ange tombé du ciel. Elle a fait une espèce de relaxation sur moi, ou de la sophro, je sais pas ce que c'était, mais elle m'a coachée, elle m'a parlé. Et franchement, ce moment de ponction, parce qu'il se trouve que comme j'étais hyper stimulée, j'avais quand même 20 ovocytes. Ce qui est vraiment très 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 important. Alors je dis les choses comme elles sont. J'espère que y a pas des femmes qui vont être maintenant en entendant ça hyper tristes ou se comparer parce qu'elles en ont eu que 2 ou 3, parce qu'on n'a pas les mêmes soucis de PMA non plus. Exactement. T'as raison de le dire, c'est important de le préciser, Parce que pour certaines c'est une chance folle, 20 ovocytes, je le sais, je le sais bien. Bon, sur les 20, de toute façon, il y avait pas que des champions, il y en avait 8 qui ont été gardés. Ça veut pas dire que les 20, ils vont rester, Mais c'est sûr que certaines qui ressortent, et qu'il y a eu peut-être un, et qu'en plus il a pas tenu, entendre tout ça, ça doit être très difficile. Mais bon, en tout cas, pour le moment du bloc, cette infirmière, elle a été incroyable. Et je me rappelle que ça m'a paru tellement long, j'arrêtais pas de dire mais est-ce que c'est bientôt fini? Et il y avait pas d'horloge, rien, j'avais aucune notion du temps. C'était presque comme si, à ce qu'on m'a dit, c'est comme si j'avais fumé du cannabis et que j'avais perdu la notion du temps et que je savais plus quoi, quand, comment, dans les émotions complètement perdues. Et enfin, ils m'ont installé sur le fauteuil roulant et je vois à la sortie de l'ascenseur, mon mari. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a... Enfin, je me suis dit, toi, si au lycée on m'avait dit que j'avais dû passer par là. Parce que lui, il est allé au labo, il avait fait ce qu'il avait à faire. Oui, c'est ce que tu disais, exactement. Il avait donc, j'avais dit, il avait un très mauvais spermogramme, mais même dans un très mauvais spermogramme, il suffit de récupérer même un seul spermatozoïde. Et j'avais 8 ovules qui étaient OK. Il y avait 8 spermatozoïdes OK. Voilà, ils ont pu faire 8 embryons. Donc, quand on est sorti de tout ça, on arrive encore à un dernier check-up avant de sortir de ça. Moi,
je te dis, je n'avais absolument pas enquêté sur comment ça allait se passer. Je pensais que le soir, j'allais pouvoir du coup enfin courir, puisque je n'avais pas pu courir la veille. Mais absolument pas. J'avais des poches de glace et j'avais horriblement mal au ventre. Ah, ouais, ok. C'était difficile. Et on était dans la salle d'attente, on attendait le dernier check-up. Et c'est là que j'ai regardé Jonathan et je dis bon, écoute, à mon avis, j'aurai pas le transfert d'embryon congelé, ce sera sûrement reporté dans 1 ou 2 mois, donc je vais courir un marathon. Il m'a dit t'es sûr? Bon, bah, ok, allons-y. Donc on allait voir la médecin de sortie qui nous explique que je vais être en arrêt de travail 1 semaine, chose à laquelle je m'attendais absolument pas non plus. D'accord. Et que je vais rester allongée à la maison avec de la surveillance quand même, post-op en fait. Hein. Alors que les autres femmes qui étaient là le même jour que moi, je les ai vues aussi en salle d'attente à la sortie et elles allaient hyper bien. Donc elles n'avaient pas été, je pense, trop stimulées et puis c'était pas les mêmes cas, on est toutes différentes. Elles ont pas eu d'arrêt de travail, moi oui. Voilà. Et dans cette semaine-là où j'étais tout le temps allongée, j'étais pas trop triste de pas avoir de transfert d'embryon congelé parce que je me disais, regarde dans quel état tu es, tu peux rien faire, t'es couché. C'est pas optimisé. Ça, c'est pas non, tu sens que ton corps il est pas bien et c'est pas là que ce serait gâché le moment. Donc on a accepté sans souci. On m'avait demandé d'appeler le service dans les 2-3 jours très régulièrement pour dire s'il y avait le moindre symptôme. Et 3 jours après, je les appelle en leur disant écoutez, je suis un petit peu gênée, mais j'ose pas trop le dire. Pourtant, vous êtes sage-femme, je suis infirmière, mais en fait, j'ai des fortes nausées et je me demande si, à force d'être couchée, je ne suis pas constipée. Et là, elles me disent non, mais en fait, est-ce que vous avez quelqu'un avec vous là? Et je dis non, mon mari est au travail. Elle me dit on va vous envoyer par mail une ordonnance pour du Lovenox parce que vous êtes certainement en train de démarrer une phlébite. Et je dis pardon. Donc on a envoyé ma maman chercher les Lovenox, donc c'est de l'héparine de bas poids moléculaire pour fluidifier le sang parce que un caillot était en train tout doucement de se former. Parce que c'était pas forcément que à cause de la station allongée, c'est parce que une femme qui est hyper stimulée, en fait, les hormones, ça régit beaucoup de choses dans notre corps. Et il y avait beaucoup de liquide dans le ventre encore à évacuer. J'ai mis 10 jours à perdre ce ventre. Hein. Donc ça a joué sur beaucoup de choses. Et puis voilà, il y a eu ce début de phlébite en fait à ce moment-là. Ensuite, 1 mois après, on est allé contrôler que tout était bien remis en ordre dans mon ventre. Et on m'a dit, le cycle suivant, vous nous appelez quand il démarre. Et on reprend des injections pour pouvoir, en gros, optimiser le corps pour qu'il soit apte à recevoir l'embryon congelé. Donc, on avait 8 petits embryons qui étaient tous congelés à J5, ce qui est un peu le must. Quand on les congèle un peu plus tôt, c'est qu'il y a peut-être un petit risque ils vont peut-être pas tenir, alors on les congèle vite. Et J5, c'est des blastocystes et ils sont vraiment chouettes. Donc on s'est dit on en a 8, donc on pourra recommencer ça potentiellement 8 fois. Donc on est bien. On était très déjà très une très bonne contents. Nouvelle quoi. Ouais, une nouvelle magnifique. Et on a rendez-vous du coup le 2 décembre 2024 pour le transfert d'embryon. On arrive à 13h et c'était vraiment un moment qui était très simple, très 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 simple, juste dans une pièce où il y avait qu'une table gynécologique. La gynécologue est venue, le laborantin est venu aussi. Ils ont bien évidemment vérifié 50 fois notre identité pour pas se tromper d'embryon, parce qu'il y a toujours des blagues à ce sujet-là évidemment. Et puis tout simplement ils l'ont mis et on ne remarque rien, rien du tout. Et puis on nous dit voilà, il y aura une prise de sang à faire pour les bêta-HCG évidemment. Donc on s'est dit alors est-ce qu'elle est bientôt cette prise de sang? Est-ce que ça va être long? Et là on voit que c'est dans 14 jours. Et ça paraissait long. Alors
au début, les 2-3 premiers jours, ça va. Parce qu'en fait, tu te dis, oh, je suis peut-être enceinte, enfin, pour la première fois et tout. Personne sait notre secret, c'est trop bien. Et puis, les jours passent et t'as peur. Est-ce qu'il est resté? Est-ce qu'il est parti? Est-ce que j'ai éternué? Est-ce que je fais ceci, cela? J'ai vraiment tout optimisé. Je sais qu'il y a aucun conseil par rapport à ça à donner, mais moi, personnellement, j'ai pas couru, j'ai pas fait de vélo. Ouais. J'ai fait des balades très courtes. Il y avait même un jour de grève que pour une fois j'ai fait pour me reposer chez moi. C'était pas du tout pour la grève, désolée. Et se passe 10 jours. Il y avait encore 5 jours à attendre. Ouais. Et j'étais hyper fatiguée en rentrant du travail à 4 heures. J'étais en école au point que j'ai dormi. Et quand je me suis réveillée, franchement, j'ai été guidée par une pensée, un peu comme quand t'as une envie de chocolat et tu vas au placard le chercher. Ouais. Je suis montée, j'ai pris un test, je l'ai fait, alors qu'en tant qu'infirmière, je trouve ça absurde vu que c'était trop tôt, c'était l'après-midi, et c'était un test qui affiche enceinte ou pas enceinte, pas des bâtons. Donc je le fais, et au moment où ça commence à calculer, à réfléchir, à faire l'attente, je me suis dit, qu'est-ce que t'as pas fait? Parce que si ça se trouve, il sera négatif et t'es peut-être positif, et tu vas du coup être mal pendant 5 jours, mais quelle idée t'as eu? Et en fait, j'étais dans ces pensées négatives quand d'un coup je me marquais enceinte, et j'étais là, t'y as cru? Mais j'ai pas les mots, comme pour cette histoire du concours, mais à un niveau infiniment supérieur, j'ai le poids du monde qui me tombe des épaules. Un poids que j'ai porté pendant 6 ans, un poids tellement lourd, et j'en revenais pas. Je me disais, c'est fou, la PMA, tout le monde m'avait dit, t'en auras pour 10 ans. On n'est même pas passé par il y a 4 stades de prise en charge à la PMA, et nous, on était à la FIVIS XI tout de suite, au dernier stade. On nous a sorti des histoires de cancer, de trucs pas possibles. On est passé par tellement d'émotions. Et là, j'ai le petit test, ce truc en plastique à 6 € qui me dit que t'es enceinte. Que c'est bon. Mais en vrai, j'étais très heureuse. Mais la première pensée, c'était le calvaire est fini. Tu vas plus entendre parler de tous ces trucs-là. Alors j'étais vraiment très optimiste, parce que il y a toujours des risques de fausses couches, bien sûr. que finalement ce soit un œuf clair, il y a plein de choses, mais en fait je les ai complètement occultées. Pour moi c'était bon, et c'était incroyable. Et alors, en fin de compte, rappelle-moi, il y a eu combien d'années entre le moment où vous avez su qu'il y avait un problème de fertilité et le moment où tu as vu s'afficher enceinte? Alors, en octobre 2023, on a le spermogramme qui est catastrophique. Premier rendez-vous avec la médecin en décembre 2023. Et donc, mi-décembre 2024, j'avais ce test en main. Donc, 1 an après. Et ça faisait déjà, avant ça, déjà 1 an que vous essayiez d'avoir un enfant, quoi. Ouais, il y a eu 2 ans de moments vraiment tristes et difficiles, ce qui est vraiment très très peu par rapport à beaucoup de couples. Mais moi, j'avais mon bagage d'avant que je supportais encore sur mes épaules. Bien sûr. Et là, tout s'est envolé, tout. Et tu te dis, alors finalement, j'ai fait les bons choix. Finalement, on l'a fait, on a réussi, on s'est battu. Et comment il a réagi, son mari, quand il a su que c'était bon? Je lui ai fait la petite surprise en rentrant du travail. Je lui ai mis j'ai posé le test dans une boîte à biscuits de Noël vide. Et je lui ai dit, parce qu'il est très gourmand, je lui ai dit, regarde, j'ai fait une nouvelle sorte de biscuit. Puis j'ai filmé le moment, et puis il a ouvert, et en fait, il était paf, et puis il m'a pris dans les bras, et puis on a passé la soirée cocooning, trop heureux. Voilà. Après, je me suis fait plaisir pour tous les tests que j'ai eu négatifs en main. J'ai fait 5 tests de grossesse d'affilée, jour après jour. Je les ai gardés. Je me suis fait une boîte à tests positifs parce que j'ai kiffé ces tests-là.
Les prises de sang, j'en ai fait 3 pour voir que ça augmente bien. Et c'était parti. Et après, ça a été une grossesse merveilleuse. Ouais. Tu l'as abordé d'une manière différente. Tu penses que si tu n'avais pas eu tout ce parcours, ou alors tu as vraiment continué ta vie comme avant, ton sport, tout ça, ou tu faisais beaucoup plus attention peut-être, ou pas forcément? Pour le travail, j'ai travaillé jusqu'au bout parce que j'ai un travail qui est très sédentaire en plus, donc je me suis vraiment pas posé de questions. Et pour le sport, le premier mois, j'ai fait j'ai fait surtout que du vélo d'intérieur. Ouais. Et j'ai repris la course à pied quand j'ai eu un petit peu moins peur. J'étais la première à dire à l'époque où j'étais innocente de toute forme de PMA que je courrais toujours, je ferais plein de choses et en fin de compte j'avais quand même trop de peur au fond de moi. Donc j'ai couru 3 fois par semaine jusqu'à la dernière semaine avant l'accouchement. Waouh, bravo. Ouais. Mais doucement. Ouais. Toujours en endurance fondamentale. Ouais. Et quand il est arrivé, alors ce petit Alexis, qu'est-ce que t'as ressenti? En fait, Alexis, il est né par césarienne parce qu'il était en siège jusqu'au bout. Okay. Et alors à ce moment-là, je me suis dit punaise, décidément, faut vraiment que je fasse le deuil d'une grossesse naturelle et d'un accouchement physiologique. Encore une fois, t'étais partie là-dessus, quoi, en tout cas, à la base. Ah, mais moi, j'avais fait le projet de naissance, j'avais la musique, j'avais tout en tête, tout. Mais cet enfant m'aura toujours appris à lâcher prise, dans le sens où je voulais pas, donc je l'ai fait, pas le choix. Et quand on me l'a montré, enfin, ça reste un accouchement, césarienne, c'était un beau moment, parce que j'ai eu le droit d'avoir mon mari avec moi. Qui me tenait mes mains qui étaient attachées sur les côtés. C'est quand même particulier la césarienne, hein. C'est d'avoir les mains liées sur les côtés de la table. Donc mon mari me tenait la main et puis je sentais sa présence et puis on discutait avec l'équipe du bloc qui était incroyablement sympa, contente, parce que c'était un jour d'août où clairement si j'avais pas été là, je crois qu'ils auraient pas fait grand chose ce matin-là. Il y avait pas d'autres patients, donc c'était hyper zen. Et ils ont dit trop bien, on va donner naissance à une vie, on n'est pas dans un truc d'urgence. Et puis cette équipe hyper géniale du bloc de Sarreguemines et à un moment donné, le gynécologue nous dit qu'il est arrivé à avoir dépassé les 7 couches à couper. Et il arrive au niveau d'Alexis, donc, et puis il cherchait ses pieds pour le prendre par là où il le désirait. Et il cherchait un peu. À un moment donné, il nous dit « Ah, c'est bien un garçon, hein !» Donc on a dit « Oui, sans doute. » Et bon, il y a ce moment en fait, c'est un moment de latence. Il y a d'un coup un silence qui se fait. Et où toi qui n'as pas de sensation mais qui quand même sent ton ventre se déplacer de gauche et de droite, et bien d'un coup il y a le cri. Et là comment trouver les mots, c'est tout ton corps entier, il y a cette joie, cet amour, ce soulagement, il va bien. J'entends aussi mon mari qui a un petit sanglot derrière moi et ce moment d'unicité avec toute l'équipe. Malheureusement, ils l'ont approché de moi et je l'ai vu, mais c'était court parce qu'il fait froid au bloc. Donc ils sont partis, son papa et lui, donc dans une autre pièce plus chaude. Et moi, j'étais sur mon petit nuage et puis on m'a recousu pendant un bon moment. C'est plus long à recoudre qu'à ouvrir, donc c'était un peu long. Puis la salle de réveil et ensuite enfin en chambre, le moment où on était tous les 3. Et là, je me suis dit c'était un projet si long, alors que certaines grossesses arrivent parfois de manière impromptue, les gens sont pas prêts, le découvrent même des fois à 3 ou 4 mois. Et là c'était tellement prévu, tellement attendu, et puis l'équipe du bloc et de la maternité connaissait notre histoire, notre dossier médical. Donc ils étaient adorables avec nous. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul de 10 mois que tu as, est-ce qu'il y a des choses où tu as l'impression d'avoir changé?
je me sens infiniment plus complète. J'ai atteint le niveau de vie du point de vue de tout ce que tout le monde peut t'apporter professionnellement, sécuritairement, dans ta famille. Je pense que je suis dans la plus belle période de ma vie. Nos parents sont là, ils sont bien là, en bonne santé. Nous, on est en bonne santé tous les trois. On a un toit sur la tête, on peut faire des choses comme tout le monde, des vacances dans l'année, on a notre travail. Vraiment, la sécurité et le bonheur sont vraiment présents. Et à quoi il ressemble, du coup, ton quotidien maintenant? T'as repris le sport rapidement après l'accouchement? Oui, ma sage-femme libérale est vraiment chouette et elle était à fond derrière moi, donc on a prévu la rééducation très très tôt. Et j'ai commencé à recourir à 6 semaines postpartum. Ok, ah oui, effectivement. Ouais. À 2 mois tout pile postpartum, j'étais aux 10 km de Metz. Génial. Ok. À 6 mois au Semi de Paris, à 8 mois au marathon d'Annecy, et là il y a pas longtemps à l'UTMB Alsace, et enfin à nouveau un petit peu de trail aussi. Et comment t'arrives à concilier tout ça parce que du coup en plus tu disais que t'as pas de famille, vous avez pas de famille proche. Alors ils sont pas très loin géographiquement, mais ils ne peuvent pas forcément nous aider du fait de handicap. Pour ce qui est de ma mère, elle a eu la malchance d'avoir été opérée 3 fois depuis la naissance d'Alexis, donc ça lui permet pas de le garder. Donc on compte sur nous deux et la nounou. Ouais, donc déjà. Et c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué, même vis-à-vis du travail, où pendant 10-11 ans, j'étais la personne toujours là et investie. Et là, le travail dans ma vie, si même mon chef d'établissement me le demandait demain, je serais capable de lui dire devant lui que c'est complètement secondaire. Et que si je pouvais, je serais en congé parental. Parce que j'ai tellement attendu mon fils que je n'ai qu'une envie, en fait, c'est de voir tout ce qu'il va découvrir, tout ce qu'il va faire. Tu veux rien louper. Mais je sais que là où il est gardé à la MAM, il a ses petits copains et il voit aussi d'autres choses et c'est bon pour lui. Il est dans un endroit bon pour lui. Donc ça me fait du bien. Mais si je pouvais, ce serait que lui. Que lui tout le temps. En fait, du coup, t'as du relais donc de ton mari, c'est que j'en déduis qu'il comprend et qu'il adhère pleinement à ton besoin aussi de t'évader, d'avoir des objectifs de sport. Et puis, je pense que c'est aussi un bon exemple, finalement, pour un enfant aussi. Oui, bien sûr. Il est le meilleur des supporters. Il essaye de toujours tout faire au mieux pour que les conditions soient bonnes, pour que l'état d'esprit soit bon. Et on est vraiment une bonne équipe. Et comme on n'a que ce dimanche en commun dans la semaine, c'est le jour où je peux me programmer une sortie un peu plus longue. Mais évidemment, aujourd'hui, par exemple, j'ai couru 20 km. Je fais pas ça tous les week-ends. Des fois, j'y vais 45 minutes ou 1 heure parce que j'ai envie d'être avec eux. Et la course à pied, c'est une passion, mais c'est pas mon travail. C'est pas non plus la priorité numéro 1. C'est d'ailleurs pour ça que je cours sur mes pauses de midi en général. J'essaye d'optimiser tout le temps. C'est la grosse différence avec avant. C'est qu'avant, c'était spontané. Maintenant, impossible. Pas de spontanéité. Impossible. Mais le moment est savouré d'une manière très forte aussi. Il y a des moments quand même où tu te sens coupable de passer du temps à courir plutôt qu'à être avec ton fils, ou c'est pas quelque chose qui te traverse forcément? Si, je sais que je me sens très très coupable. Je pense qu'il ne faut pas, je travaille dessus. Et puis une fois lancé, à un moment donné, ça va quand même. Sinon, ce serait pas un bon moment. Mais le moment où je quitte la maison, c'est difficile. Mais j'aurais jamais la réponse de est-ce que c'est parce qu'il y a eu tout ce parcours long et compliqué et pas très spontané que je suis autant attachée aux choses ou pas. On le saura jamais, on n'aura pas la réponse. C'est vrai. Mais ou est-ce que c'est ma personnalité? Beaucoup de mamans sont aussi comme ça, je pense, sans PMA.
avoir du mal à laisser les petits. Je pense qu'on se sent toujours coupable d'une certaine manière, ouais. C'est un peu notre fardeau, on n'est jamais assez bien pour tous les plans de notre vie en tant que femme, alors que on mène tellement de combats en même temps. C'est pas logique et pourtant c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu en fais moins peut-être ou tu adaptes différemment, ou tu organises différemment dans l'année tes objectifs de course? Alors il y a des années, par exemple l'année de la PMA où j'ai eu beaucoup de dossards, où comme on était que Jonathan et moi, c'était aussi beaucoup plus simple pour se déplacer, faire des choses, donc les déplacements, on allait peut-être un peu plus loin et un peu plus souvent que là. Et aussi, il y avait des moments où, comme je disais tout à l'heure, j'avais une période où je prenais tous les dossards dans le coin. Ça pouvait être le samedi, le dimanche, des fois le même week-end. Je m'éparpillais complètement. Et là, c'est plus possible, comme on disait avant, parce que tout doit être hyper organisé. Peut-être trop, mais on n'a pas trop le choix. Il y a des femmes, elles ont leur mari quand même le samedi qui est là. Il y a des fois des courses le samedi en fin de journée. Moi, je sais d'avance que c'est pas possible parce qu'ils travaillent dans le commerce, donc c'est pas possible. En tout cas, actuellement. Donc, il y a des choses sur lesquelles tu te dis, peut-être que plus tard, ça reviendra. Pour le moment, c'est en pause. C'est pas la fin du monde. Il y a quand même pire. On a vu pire, de toute façon, donc on le sait. Et c'est pas un drame. Et j'essaie de me focus plus tous les mois, sauf la période estivale ou très hivernale. Voilà, sur un bel objectif comme le Semi de Paris, la Marathon d'Annecy. De voir s'il n'y a pas moyen qu'on se fasse en famille un petit truc autour de ça pour bouger tous ensemble et s'évader un petit peu. Et voilà. Ouais, comme tu as fait pour Annecy, justement, d'ailleurs. C'était quoi, il y a 1 mois et demi, 2 mois? Je ne sais plus. C'était le 17 avril, bientôt 2 mois. Ouais, j'avais un petit peu suivi ta course. Et super. Et est-ce que tu penses aujourd'hui avoir trouvé une certaine forme d'équilibre ou retrouver une certaine forme d'équilibre parce que forcément, avec l'arrivée d'un enfant, tout est chamboulé. Si je raisonne un petit peu en tant qu'infirmière et que je te parle de la pyramide de Maslow, je sais pas si ça te parle. Cette pyramide qui nous montre nos besoins en bas, les primaires, et plus tu montes, plus c'est un peu le Graal, presque inatteignable. Quand j'étais avec mon ex-conjoint, il me manquait des choses fondamentales comme le sentiment de sécurité et de bien-être, même dans ma propre maison. Et donc, je n'étais pas du tout épanouie, complète, ou ce que tu pouvais évoquer avant. C'était complètement déconstruit, ça allait pas du tout. Et quand je me suis mise avec Jonathan et qu'on était encore en phase de découverte et avant le projet enfant, tout était nickel. Je m'étais sentie vraiment très, très bien. Puis, il y a eu le moment nouveau de PMA où il a fallu apprendre à lâcher prise, etc. Et là, encore une fois, je me suis retrouvée à me rendre compte que il y a plein de besoins qui étaient pas comblés et c'était trop difficile. Là, aujourd'hui, je pense que, comme dit, c'est une des meilleures périodes de ma vie. Tout va bien. On peut pas dire ça plus simplement, mais c'est vrai que Alexis, il change tellement vite. Je veux dire, en tant que personne qui a 36 ans et qui, du coup, a pu vivre une vie d'adulte qui profite pendant un bon moment, où t'as tes rituels, tes routines et tout ça, lui qui change tout le temps, qui d'une nuit à l'autre peut une fois être bien, une fois pas bien, là il se met sur ses pieds, hier il le faisait pas, et t'es là, waouh, mais tu vas trop vite, bonhomme, là. Moi, ça fait 15 ans que je fais la même chose. Oui, on y va en poussette, mais quand même, donc ça te remobilise tout le temps, et ça demande quand même une grosse énergie. Vraiment une énergie pas forcément physique mais mentale quoi. Complètement. C'est un gros travail à faire quoi. La maternité c'est bousculant tout le temps. Qu'est-ce que tu penses avoir appris sur toi depuis que tu es maman? Écoute, j'ai pas forcément la réponse à ça parce que j'ai l'impression que je suis vraiment là où je dois être et je suis vraiment naturelle en fait.
j'ai pas fait de grandes découvertes parce que tous mes amis et les gens de ma famille ont eu des enfants avant moi et m'ont raconté le côté pas forcément rose qu'on n'entend pas toujours. Donc je savais à quoi m'attendre et je me suis tout de suite faite. J'ai beaucoup plus appris dans les moments difficiles parce que depuis qu'Alexis est là, je trouve que quand même globalement c'est facile. Peut-être que je m'imaginais des choses trop dures de la maternité aussi. Et puis en même temps, tu as eu un parcours tellement difficile avant ça, peut-être que ça te permet aussi de relativiser plus aujourd'hui par rapport à ce vécu-là, en fin de compte. C'est ça. On apprend quand même plus dans les moments compliqués que quand tout va bien. Alors, c'est pas un bébé... comment dire, c'est pas une poupée qui fait rien et qui est facile. Récemment, on a dû aller de nuit aux urgences avec lui. Il est des fois malade. Il a eu la varicelle super tôt. C'était pas marrant. Il passe sa vie à être casse-cou en ce moment. Donc, on est tout le temps derrière. Enfin, en fait, j'allais dire justement, comme un enfant de son âge. Donc, je m'attendais pas à autre chose. Et en soi, c'est un bébé. Il mange bien. Il est en bonne santé. Il dort relativement bien. Donc, je trouve qu'on a de la chance, encore une fois, et voilà. Mais peut-être qu'une autre personne qui l'a, elle dirait peut-être, oh, aujourd'hui, il était comme ci, comme ça, c'est pas facile. Mais moi, je vois même pas ces choses-là parce que peut-être parce qu'il y a eu tellement pire avant. Finalement, vous êtes un peu passé par le pire pour vivre du meilleur. C'est ça, je pense. Et il était temps qu'on ait droit un petit peu au bonheur, honnêtement. Il était temps. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie ? Alors, pas Alexis. Lui, il t'en prend, je pense. Non, si, il m'en prend, mais pendant des moments difficiles, bien sûr que je pense à lui, il m'en donne, évidemment. Mais parfois, on me dit, mais t'es pas fatigué de courir tout le temps? Ou alors, si t'es fatigué, t'as qu'à pas courir, repose-toi. Mais en fait, c'est vrai qu'au début, c'est dur, mais à chaque fois, je ressors de ma course galvanisée et ça procure de l'énergie d'en dépenser en courant. Je comprends complètement, Qu'est-ce qui te rend fière ? Je suis fière d'arriver à concilier les choses, d'être la meilleure maman que je puisse être pour lui, d'être infirmière encore qui travaille à 80%, mais ça représente quand même presque 35 heures à l'éducation nationale. D'arriver à gérer notre quotidien à tous, parce que mon mari travaille avec des grandes amplitudes horaires, donc je gère beaucoup, je porte beaucoup, et je me serais jamais cru capable de tout ça, et d'arriver à rajouter là-dedans 1 ou 2 marathons dans l'année, je trouve que c'est quand même pas trop mal. C'est pas trop mal, On s'ennuie pas. Je pense. Qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre à ton fils ? J'espère qu'il aimera quand même l'activité physique comme ses parents, qu'on puisse avoir cette passion et la partager. Et comme dit assez rapidement, j'avais une première passion qui est toujours présente, c'est le cinéma. Et j'aimerais vraiment, même quand il fait moche et tout, en automne-hiver, aller avec lui faire un petit peu de sport le matin, l'après-midi se poser devant un film, un Disney, quelque chose, être cocooning, avoir des moments vraiment doux avec lui, et je serais vraiment comblée si j'arrive à faire en sorte que ce soit un enfant plus tard qui me parle et qui me dit les choses, que ça aille ou pas, et qu'il sache qu'il est en confiance avec nous. D'autant que tu vois la difficulté qu'ils peuvent traverser de par ton métier, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez, malgré ce parcours, parce au tout début, tu disais que dans ta vie rêvée, il y avait 2 enfants dans l'histoire. Est-ce que vous avez déjà envisagé peut-être de repasser par un parcours, ou c'est pas du tout un objectif aujourd'hui pour avoir un deuxième? On peut en parler sans problème. Alors, on dispose encore de 7 embryons qui sont congelés.
Et tous les ans, on reçoit un document de l'hôpital de Mercy qui nous demande de choisir, en gros, je crois, si on souhaite se mettre en mode, on veut en utiliser un et programmer une grossesse. D'accord. Est-ce qu'on veut faire don de ces embryons ou est-ce qu'on veut les détruire ou est-ce qu'on veut les donner à la science? D'accord. Et actuellement, on est dans une optique où on se verrait plutôt en faire don. Ok. Mais on n'est pas encore... de toute façon, il est trop tôt. Oui, c'est encore tôt, peut-être, bien sûr. Ouais. On finalisera tout ça, de toute façon, quand on aura un peu passé la quarantaine, je pense. Parce que ça soulève énormément de choses au niveau éthique. Ouais. Mais clairement, avec tout ce qui s'est passé, on se voit pas les détruire, ni les donner à la science. Donc, il reste pas non plus 50 options. Ouais. Et de toute façon, on n'utiliserait jamais 7, mais on aurait bien aimé avoir des enfants à la base qui auraient 3, 4, 5 ans même d'écart. Ouais. Et vers la quarantaine, je me vois plus du tout faire ça. Parce que c'est vraiment très, très éprouvant. En tout cas pour moi, hein, que d'autres le fassent. Il y a même des personnes qui attendent qui malheureusement ont dû attendre jusqu'à 42 ans pour avoir leur premier. Enfin voilà, les parcours sont tous différents, mais en tout cas moi je me vois vraiment plus recommencer tout ça passer 40 ans. Et d'ici là on se laisse la réflexion, mais on est quand même bien parti pour avoir que Alexis en fait. Hein. Et pour faire don des embryons à des couples, même si éthiquement c'est quand même compliqué parce que c'est complètement réellement l'enfant issu de nous deux. Oui, c'est ce que j'étais en train de... Et c'est quand même très très étrange parce que il aura été porté par une personne qui sera la personne qui considérera comme sa maman, ce sera sa maman, mais ce sera vraiment au niveau génétique notre enfant. Avec peut-être même des traits de caractère ou autres. Mais c'est possible en France aujourd'hui de faire un don d'embryon? Le don? Bien sûr. D'accord, parce que je savais qu'il existait le don d'ovocytes, le don de sperme, tout ça, mais le don d'embryon, j'ai... Si. Mais c'est très très rare. Parce que qui a une réserve de 7 embryons à donner à 7 couples? Et bon, on essaye de... En fait, bien sûr, c'est une décision qui se réfléchit, évidemment. Mais en même temps, il faut aussi un petit peu, encore une fois, lâcher prise si on veut la prendre. Parce que si tu gamberges trop, au final, alors dans ce cas, tu demandes à la destruction, des choses comme ça. Parce que si ça te travaille pendant des années, que tu as des enfants en balade autour de chez toi, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. C'est vraiment réellement les frères et sœurs d'Alexis. Oui, en plus, Ok, d'accord. Merci pour ta réponse. Et du coup, j'ai une toute dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu fais juste pour toi sans être infirmière, sans être maman, sans être sportive? Si peu de choses. Oh là là. Franchement... Ah si, il y a une chose que je fais toutes les 2-3 semaines, je vais me faire une manucure, voilà. Ah voilà, mais c'est vraiment tout. C'est vraiment tout. Hein. Ah mais c'est bien d'avoir c'est vrai que ça prend du temps quand même. Une demi-heure. Petite pause de semi-permanent pour avoir un petit côté féminin. J'en ressors toujours presque comme quand tu ressors de ton coiffeur, tu vois. Ça me fait du bien et c'est bien la seule chose qui me reste actuellement. J'aurais pu te dire la lecture ou le cinéma, mais on est tellement fatigué le soir que t'es pas vraiment dedans. Alors souvent, on met des choses qu'on a déjà vues en fond et la lecture, j'arrive pas à relire plus de 100 fois la même phrase. Enfin, c'est pas constructif. Non, mais la manucure, c'est très bien. Et puis, comme dit, une demi-heure au final... Ça se cale, quoi, dans l'agenda. Ça se cale une demi-heure. C'est vraiment la seule chose, Et est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose? J'aimerais juste laisser un message aux personnes qui écouteront peut-être, qui passeront par ici par rapport à la PMA, en vraiment disant... j'espère vraiment que mon témoignage sera pris comme quelque chose qui peut aider et donner des espoirs. Et pas à des fins de comparaison ou pour mettre mal à l'aise qui que ce soit,
parce que on souffre tous dans ces parcours et ils sont difficiles. On a du mal à voir le bout du tunnel. C'est aussi difficile parce que c'est des périodes de notre vie où on est entouré de gens qui, eux, ont les nouvelles que nous, on aimerait avoir. Et j'espère que si c'est pas le running ou le trail, qu'ils ont d'autres échappatoires, parce que je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidée. On n'a pas été un couple qui a été très, très entouré par les gens, parce qu'on n'en parlait vraiment pas. Ou alors à une ou deux personnes, mais qui nous comprenaient sans trouver toujours les mots, parce que c'est très délicat. Et je pense qu'un des facteurs de réussite, c'est d'avoir son échappatoire. C'est pas une potion magique, mais ça fait du bien. Il faut que l'esprit soit bien. Ouais. Écoute, j'espère que le message passera au plus grand nombre. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, avec plaisir. pour t'être ouverte sur ce parcours hyper inspirant. Et puis, j'espère que, comme toi, que ça pourra aider. Voilà. Et merci puis, je te beaucoup. souhaite une belle continuation dans ton sport, dans ta vie d'infirmière, et puis avec ton mari et puis ton petit garçon. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Entre notre enregistrement et le jour où sort cet épisode, quelques mois sont passés et certains des objectifs sportifs de Sophie sont malheureusement tombés à l'eau en raison de la forte canicule du mois de juin. Mais elle est toujours à fond et prépare déjà ses prochains dossards. Je vous partage ses réseaux en bio de cet épisode si vous voulez la suivre, la soutenir ou simplement lui écrire un petit mot concernant son parcours et peut-être notamment son parcours dans la PMA. N'hésitez pas et moi je vous dis à la prochaine et très belle continuation à toi Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et un merci tout particulier à mes invités qui me font confiance en me confiant un morceau de leur histoire. C'est un privilège que je prends très à cœur. Si cet échange vous a touché, vous pouvez soutenir ce podcast simplement en le partageant ou en parlant autour de vous. Et si vous avez envie de réagir, vos messages sont les bienvenus. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire à Fleur de Femme.